18h, 19h, Magasin Central sur le Move avec Pierre Siankowski. Un livre, un disque, un film, Karl Marx, sa femme, Madoff, la finance, un rêve, Hélène de Muth et de l'argent, beaucoup d'argent. Bienvenue dans le Magasin Central. Ce soir, nous recevons Audrey Vernon pour son spectacle Marx et Jenny qui se joue à la Nouvelle Scène à Paris jusqu'au 14 septembre prochain, du mercredi au samedi. Bonsoir Audrey Vernon. Bonsoir. Audrey Vernon est avec nous, elle a les yeux semi-clos, elle vient de les ouvrir. Audrey Vernon, vous jouez jusqu'au 14 septembre prochain, du mercredi au samedi, Marx et Jenny à la Nouvelle Scène, une salle qui vient d'ouvrir sur une péniche, quai Montebello à Paris. On a été voir votre spectacle avec David Sfez et Nicolas Guionnet. Je les ai sortis un petit peu parce que c'est vrai que c'est des gens qui ont tendance à rester chez eux. On a trouvé ça, pas d'argent, on a trouvé ça génial. Je suis allé au cinéma en 2010. Marx et Jenny, pour résumer, Audrey Vernon, c'est l'histoire de Karl Marx, de sa femme Jenny, de Friedrich Engels, Friedrich plutôt, appelons-le de son nom allemand, d'Hélène de Muth qui est la servante et un petit peu aussi la maîtresse de Karl Marx. C'est une espèce de quatuor qu'on voit comme ça évoluer au fur et à mesure des années. Vous racontez ça au travers des lettres que s'envoient Karl Marx et Friedrich Engels. Alors ça se passe un petit peu à Paris, ça se passe un petit peu à Londres, ça se passe un petit peu à Bruxelles. On voit évoluer à la fois la vie de Karl Marx et son œuvre, parce qu'en même temps il écrit Le Capital, il écrit des tas d'autres livres qui vont constituer son œuvre. Audrey Vernon, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est comment vous avez eu l'idée de mettre tout ça en scène? Parce qu'au départ, quand on regarde Karl Marx, sa femme, Friedrich Engels et Hélène de Muth, on se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? En écrivant Comment épouser un milliardaire, je me suis intéressée un tout petit peu à l'économie. Donc, du coup, j'ai regardé Karl Marx. Et comme je préfère le côté potin, magazine féminin de l'histoire, j'ai attaqué par le versant vie privée. Et donc j'ai découvert l'histoire du bébé qu'il a eu avec Hélène de Muth et du fait qu'il ait demandé à son meilleur ami de se faire passer pour le père de l'enfant. Alors on résume, Karl Marx donc a une femme qui s'appelle Jenny. Ouais, ils sont habitent très ensemble, amoureux. Ils sont très amoureux. Karl Marx travaille pas beaucoup pour gagner de l'argent, il écrit Le Capital, il écrit d'autres livres, mais il ramène pas beaucoup d'oseille, comme on dit. Il a vraiment, ça c'est une chose que je trouve très intéressante et je pense un des points communs que j'ai avec Karl Marx, c'est le fait ça lui vient pas du tout à l'idée d'être obligé de travailler pour gagner sa vie et nourrir sa famille. Pour lui, c'est vraiment la plus grande injustice. C'est comment est-ce que l'humanité est obligée de vendre son temps, qui est son bien le plus précieux, au lieu de profiter de la vie, de réfléchir, d'écrire. Lui, son occupation préférée, c'est traîner dans les livres. Donc, il passe ses journées à la bibliothèque. Et donc, de temps en temps, il y a plus d'argent à la maison, assez souvent, tous les jours. Et là, à la fin de la journée, il se dit, mon Dieu, j'ai plus d'argent, comment faire? Et là, il écrit à Friedrich. Et Friedrich lui envoie un peu d'argent quand il en a. Oui, et du coup, Friedrich est obligé de travailler comme un capitaliste dans l'entreprise de coton de son père, chose qu'il déteste et qu'il aurait bien aimé ne jamais faire. On parlait du côté un petit peu paresseux de Marx, et à un moment donné, génial dans la pièce, vous avez retrouvé un rapport de police de quelqu'un qui décrit l'endroit où vit Marx, comment il vit, et là, c'est absolument fabuleux. Il parle de quelqu'un qui laisse traîner ses choses par terre, qui vit sur un canapé, qui se lève à midi, qui boit, enfin c'est... C'est vous, Pierre Siankowski. Oh, merci David Fez. Vous allez prendre une petite claque. Comment vous êtes tombé sur ce rapport ça fait partie des choses qui ont été incroyables quand j'ai écrit ce spectacle, c'est que j'avais l'impression d'avoir 5 ans et de chercher les œufs de Pâques. Donc j'avais entendu parler vaguement de ce rapport et j'arrivais pas à le retrouver, il était inédit en français et j'arrivais pas à le trouver, je le trouvais que dans des bribes par morceaux, et finalement un jour je l'ai trouvé dans un ouvrage que j'ai commandé en Angleterre, et là quand j'ai reçu le rapport d'agent de police en entier, j'étais tellement contente parce que c'est un rapport qui est très cinématographique. Ce type-là a eu la chance, c'était un espion donc c'était un flic, il avait eu la chance de passer une journée dans la famille de Marx, et il décrit ça de façon tellement précise, il décrit les objets, et puis vraiment il est atterré de voir que cette famille, Jenny, cette aristocrate, et Marx vivent vraiment comme lui il dit il vit la vie d'un gypsy, d'un bohémien intellectuel, et donc vraiment il dit mais c'est pas possible quoi, il dit un homme en haillons reculerait honteux devant une telle collection. Il trouve que c'est sale, il dit que quand on entre dans la pièce, les fumées de tabac font tellement pleurer les yeux qu'on avance à tâtons. Enfin vraiment, il comprend pas quoi. Et en même temps, vous racontez donc la petite, vous rentrez par le petit bout de la lorgnette, c'est la petite histoire, mais tout ça raconte la grande histoire, c'est-à-dire qu'au travers des lettres que s'envoie Marx, que s'envoie Engels, ça raconte l'évolution de l'œuvre de Karl Marx et de Engels, tout ça, ça évolue en parallèle. Oui, parce
parce que quand il est arrivé à Londres en 1850, il a commencé à découvrir la bibliothèque du British Museum et toutes les données statistiques et tous les documents historiques, économiques qui étaient disponibles à l'époque. Donc pour lui, ça a été vraiment, c'était Noël, quoi. Il a découvert plein de documents, il s'est plongé dans ces documents, il a commencé à réfléchir et à écrire Le Capital. Quand il arrive à Londres, c'est 1850 et Le Capital sort en 1867. Donc ce qui me fait beaucoup rire aussi, c'est au fur et à mesure, il est toujours persuadé qu'il en a pour 5 semaines. Donc très souvent, il écrit l'économie, il me reste 5 semaines, ça commence à m'ennuyer. C'est fini. Et puis il se rend pas compte, une fois il le dit, c'est en 1860, il dit dans 6 semaines j'aurai terminé et alors ça va marcher très fort. Il lui reste 17 ans. Il lui reste 7 ans. Donc il se rend pas compte de ce qu'il est en train de faire. Et ce capital est financé par le capitalisme via Engels. Alors Engels, pour résumer, son père a une entreprise en Angleterre, c'est ça? Et lui travaille pour l'entreprise de son père. Voilà. Oui. Qui a 2 entreprises, une en Allemagne et une à Manchester. Et c'est une grande chance que Engels ait travaillé à Manchester parce que du coup, ils s'écrivent tous les jours à cause de ça. S'il avait vécu à Londres, on n'aurait pas cette correspondance et on n'aurait pas l'évolution de la pensée de Marx au quotidien parce qu'il expose de façon très simple dans les lettres à Engels. Il lui dit, tiens, j'ai découvert un nouveau point de vue sur la rente foncière, dis-moi ce que tu en penses. Et là, il explique de façon très simple son point de vue sur la rente foncière et c'est brillant parce que un jour aussi, par exemple, il dit cet excédent, je l'appelle plus-value, et c'est génial parce qu'on a la lettre où il réfléchit, il dit tiens ça je vais l'appeler plus-value. Et puis il y a une autre lettre aussi que j'aime beaucoup, c'est à un moment donné, il écrit à un de ses amis en lui disant qu'il n'a pas pu lui parler plus tôt parce qu'il était très occupé à travailler et tout ça. Et puis à la fin de la lettre, il lui dit voilà, le livre paraîtra dans 3 semaines à Hambourg. Le titre de ce livre est Le Capital, critique de l'économie politique. Et c'est génial parce que j'ai envie de lui dire quand j'ai lu sa lettre, mais Karl, c'est Le Capital, c'est Le Capital, c'est dingue quoi. Et lui, il sait pas qu'il a fait Le Capital. Il sait pas que c'est Le Capital en fait. Et donc quand il écrit, il dit voilà, le titre de ce livre c'est Le Capital. Et puis comme en plus il a fait que des bides depuis le début. C'est vrai que c'est pas un gros vendeur. Hein. Non, c'est toujours trop long, c'est toujours trop tard. Par exemple, il a fait le pamphlet sur Louis-Napoléon Bonaparte qui s'appelle Le 18 Brumaire. Le sien, il a publié en Amérique n'importe comment, c'est édité par n'importe qui et tout. Il fait un énorme bide et pendant ce temps-là, il voit Proudhon qui reçoit 100 000 francs pour son anti-Napoléon. Et donc là, Karl, il est dégoûté quoi. Il comprend pas, il se dit mais pourquoi les autres tout le temps ils font des tubes et genre lui ça marche jamais. Alors souvent on pense qu'aussi les leaders du Parti communiste et tout, alors que c'était juste un travail de commande, le manifeste du Parti communiste qu'il a fait pour la Ligue des Justes en 48. Le Parti communiste existait avant lui, il a existé après lui et lui il était le chef d'aucun parti. Il n'a jamais été chef d'un parti politique et il n'était jamais la star de rien. Bakounine, c'était la star, La Salle aussi. Et lui, il était tout le temps tricard, il n'était jamais invité nulle part. Enfin, c'était un peu dur et en même temps, c'est génial parce que ça lui a permis d'être isolé et de pouvoir écrire ce qu'il a écrit. Et ce qui me fait beaucoup rire aussi dans sa correspondance avec Engels, c'est qu'on voit que il fait les calculs lui-même, il réfléchit dans Le Capital et tout. Et genre Engels reçoit les chapitres imprimés et à chaque fois il est atterré parce que c'est n'importe quoi. C'est genre il met tous les trucs à l'envers, il fait des chapitres super longs avec aucune subdivision et Engels il lui dit non mais Karl, ce chapitre là tu peux pas quoi, c'est pas possible, on comprend rien, faut couper. Audrey Vernon, alors l'histoire comme on l'a dit tout à l'heure c'est celle de l'œuvre de Karl Marx, on a sa relation épistolaire avec Engels, il y a aussi l'histoire un petit peu coquine de Karl Marx puisqu'on est aux premières loges, on voit tout de sa vie avec Jenny Marx, sa femme, et on voit tout aussi de sa vie avec Hélène de Muth, qui est au départ la serveuse qu'envoie généreusement la mère de Jenny Marx au couple pour s'occuper des enfants et d'aller acheter la nourriture. Et puis à un petit moment donné, ça dérape. Oui, elle est arrivée chez eux quand Marx et Jenny avaient 27 ans, elle avait 20 ans. Donc ils sont très très proches. On sait que Hélène de Muth jouait beaucoup aux échecs avec Marx. Ils sont vite devenus extrêmement proches et Hélène de Muth s'est occupée des enfants de Marx parce que Jenny et Marx, ils étaient un peu bohèmes et ils passaient leur nuit à discuter dans les cafés. Ils s'occupaient pas forcément très très bien de. Ils oubliaient d'aller acheter le pain de temps en temps. Ouais, non, c'était pas vraiment leur préoccupation principale. Donc Hélène de Muth a mis un peu d'ordre dans tout ça. Et donc, elle les a suivis entre Bruxelles, après Paris, et elle est venue avec eux à Londres. Et à Londres, ils ont vécu au 28 Dean Street, qui est un endroit qui existe toujours et que je suis allée visiter, qui est un restaurant chic maintenant. Et au dernier étage, on voit
les chambres de bonne, qui est devenu le bureau du directeur. Et c'est vraiment un espace minuscule. Et donc, on imagine qu'ils vivaient là-dedans. Ils étaient 7. Donc, Jenny, Lenchen et Marx, plus les 4 enfants. Et à un petit moment dans l'histoire... c'est le surnom, j'explique, d'Hélène de Muth. J'explique à nos auditeurs. C'est le surnom de Hélène de Muth. Et donc, à un moment donné, Jenny décide, parce que son mec, évidemment, passe sa journée à la bibliothèque et il n'a aucune solution pour trouver de l'argent. Ah, d'ailleurs, j'ai fait le trajet hier du 28 District jusqu'à la bibliothèque du British Museum. Je voulais voir combien de temps ça faisait à pied. Combien de temps? C'est très près. Très près. 5-6 minutes. Ouais. Et lui mettait beaucoup plus. Oh, je pense pas. Non, c'est en plein dans Soho et tout. Vraiment, le trajet est hyper cool. C'était un bobo, Marx, en fait. Non. Merci David Fez pour ces interventions toujours brillantes. Mais oui, un peu, c'est vrai que c'est un bourgeois quand même. Voilà, merci. C'est un bourgeois merci Audrey de soutenir. Qui vivait de façon un peu bohémienne. Et donc, pourquoi on disait Soho? Oui. British Museum. On parlait du British Museum, donc, de Soho, d'Hélène de Muth, de Karl Marx et de Jenny. Comme Marx, il est d'origine hollandaise par sa mère. Il a un oncle très riche qui s'appelle Leon Phillips, dont les descendants fonderont Philips. Mais bon, c'est après l'histoire, donc Jenny était pas au courant. Et donc, à un moment donné, elle part en Hollande, et le trajet est assez long, elle part en Hollande, et quand elle revient, elle s'aperçoit que Hélène de Muth, donc qui est très proche d'elle, est enceinte. Donc, gros drame dans la vie de Jenny, qu'elle évoque très brièvement dans un petit texte qu'elle a écrit qui s'appelle Bref croquis d'une vie mouvementée, et qui est la seule allusion qu'on a à qu'est-ce qu'elle a éprouvé à ce moment-là. Et donc, elle parle d'un événement qui a beaucoup augmenté ses soucis. Et donc, Marx se retrouve avec 2 femmes enceintes de 3 mois d'écart. Sous le même toit. Donc, j'imagine physiquement, dans un 2 pièces, commencer d'avoir 4 enfants. Surtout qu'il a pas une thune. Bravo, Moret, pas une thune. Ouais, pas une thune. 2 femmes enceintes sous le même toit à Londres. Quel génie. Et voilà. Et donc, comme c'était quand même des aristocrates et des bourgeois, il fallait pas qu'on sache que Marx était le père de l'enfant. Je pense pas que c'était par rapport à Jenny, parce que je vois pas comment Jenny, on sait que Jenny savait, c'était impossible de pas savoir. Mais donc, aux yeux du monde, c'était Engels qui était considéré comme le père de l'enfant d'Hélène de Muth. Voilà, donc Engels rend un sacré service à son copain. Mais en même temps, c'est intéressant parce que donc ça veut dire que Marx fait d'Engels le père de son fils. Ouais. Donc c'est parce qu'on parle souvent de Montaigne, la Boétie, que c'était des copains et tout, mais leur amitié a duré très très peu de temps. Alors que là, on parle d'une amitié qui dure extrêmement longtemps. Ouais, 40 ans, sans aucune aigreur de la part de Engels, alors que Marx lui en fait voir quand même. Et surtout que Engels s'est sacrifié vraiment en travaillant comme un capitaliste pour que Marx puisse écrire le Capital. Donc c'est ça qui est beau dans la pièce, c'est qu'on voit le sacrifice à la fois d'Hélène de Muth, d'Engels. Enfin, on a l'impression que cette œuvre de Marx, ils la font à 4 en fait. Ouais. C'est-à-dire que c'est Marx qui au final est un peu Engels qui met son nom sur le bouquin. Mais voilà, ce qui est beau dans la pièce, c'est qu'on voit que c'est une œuvre presque collective. C'est ça qui vous a séduit? Oui, on voit que c'est 4 personnes qui sont sacrifiées à la cause du prolétariat, et je trouve ça très intéressant. Enfin, j'aime pas d'ailleurs trop le mot prolétariat parce que du coup on a l'impression que c'est exotique, alors qu'en fait c'est juste pour les travailleurs et puis pour ce que nous sommes aujourd'hui aussi, quand on voit que la moitié de ma génération est au chômage en Europe en ce moment. Ce qui se passe aujourd'hui dans le monde entier, c'est là-dessus qu'a écrit Marx, et donc on voit que ces 4 personnes-là étaient complètement dévoués au fait que les injustices c'était pas possible et qu'ils pouvaient pas vivre eux avec toute cette misère autour d'eux sans en prendre leur part et sans participer et essayer de lutter contre ça. Donc du coup, ils ont vécu dans un environnement complètement misérable à Soho, et ils ont vu ça, il y avait le choléra autour d'eux, et au quotidien, ils ont vu les travailleurs autour d'eux mourir. Et ce qui est intéressant, c'est que ce que Marx ne supporte pas dans le travail aliéné et dans le capitalisme, c'est le fait que des gens soient obligés de penser toute la journée à l'argent et à leur travail, et ils soient dans cette obsession financière. Et Marx s'est mis dans cette situation-là puisqu'il a été dans cette obsession financière.